moins j'en fais, le mieux c'est pour tout le monde. Qui est peut-être un peu contre-intuitif, parce qu'on a l'impression, et moi la première au départ, j'avais tendance à beaucoup faire, en me disant aussi je protège mes équipes quelque part, quand il y a de la charge, c'est moi qui prends. J'avais la chance d'avoir autour de moi, dans mon réseau pro et perso, des gens qui avaient des sous et qui étaient prêts à investir et à le perdre. La polytechnicienne dans les médecines douces, ça faisait bugger les gens, donc je pense que ça m'a plu. Tout au long de mes 10 ans là, j'ai vraiment parlé à des tonnes de gens, d'entrepreneurs ou pas d'ailleurs, de comment t'as fait? En 10 ans, elle a construit une plateforme qui réalise environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, fédère 2500 praticiens, compte près de 800 000 comptes utilisateurs et génère 50 000 rendez-vous par mois. Il y a 2 mois, elle a pris une décision que beaucoup d'entrepreneurs repoussent pendant des années, vendre son entreprise à CGDIM Santé tout en restant à sa tête. Pourquoi vendre une entreprise rentable maintenant? Pourquoi choisir un industriel plutôt qu'une nouvelle levée de fonds? Et comment conserver son autonomie quand on change d'actionnaire? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Je reçois Solange Arnaud, la fondatrice de Medoucine. Bienvenue Solange. Bonjour Julien, merci pour cette invitation. Alors Solange, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça fait 10 ans que tu entreprends, que tu es à la tête de Medoucine. Pourquoi vendre maintenant? On parlait tout à l'heure de ce que, en fait, quand on est entrepreneur, parfois, il faut juste, laisser l'espace et voir, hem, qu'est-ce qui semble bon, voilà. Donc il y avait un peu de ça pour moi, l'an dernier, c'était, une phase, très, particulière comme toutes les phases de la vie d'une entreprise. Parce qu'il y a eu évidemment plein de hauts et de bas dans toute la vie de Médoucine. Mais l'an dernier, ce que je me disais, c'est: «Super, on est rentable, mais ça reste une petite boîte et moi, j'ai envie de déployer plus fort, mon ambition, parce qu'on a une raison d'être, qui est importante et donc j'avais envie d'aller plus fort, plus loin» et donc effectivement, différentes, options s'offraient à moi, mais en tout cas, j'avais besoin que les lignes bougent et dans les différentes options, tu en as mentionné 2 qui sont un peu les plus évidentes, lever des fonds ou, chercher un industriel et moi, je me suis dit que c'était plus intéressant pour nous d'aller chercher quelqu'un qui saurait nous apporter des vraies synergies métiers et donc c'est comme ça que, finalement, j'ai décidé de vendre à CGDIM Santé parce que, finalement, on a des métiers qui sont très connexes et que, peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais ils peuvent vraiment, au-delà de l'argent, nous apporter, du flux quoi, du jus pour, le métier. Parce que c'est vrai que donc, quand on veut développer sa boîte, il y a plusieurs choses. Soit on le fait par soi-même, soit on peut s'adosser à quelqu'un d'autre, soit on peut effectivement se vendre, soit on peut racheter aussi nos entreprises. Donc c'est toutes les options qu'on a devant soi. Comment tu fais à ce moment-là, toi, pour te dire, parmi ces 3 4 options, laquelle est la mieux pour moi? Parce que pour prendre, par exemple, la première, dire: «Tiens, je le fais moi-même», bon, tu as une dimension aussi peut-être un peu égo ou envie de soi-même de relever un challenge. Tu en as un autre, qui, là, effectivement, s'adosser va permettre de dire: «Je vais avoir plus de fonds plus rapidement, donc je peux aller peut-être plus vite». Comment tu arrives à calibrer ça, toi, quand tu prends cette décision? L'an dernier, ça faisait déjà 9 ans que j'étais, comme on dit dans le jargon, solo founder. J'ai Ouais, créé, Medoucine toute seule. pas d'associé. J'avais des associés financiers, hein, j'avais D'accord, levé oui, des fonds, j'avais des actionnaires, on va dire, mais j'avais personne, au quotidien. vraiment tous les jours, Mmh. à côté de moi et donc j'avais envie d'être, soutenue aussi. Voilà, j'ai Mmh. senti ce besoin de pas être toute seule parce que c'est vrai que c'est génial, hein, à la fois ça permet d'aller plus vite, c'est comme tout, hein, Oui. d'être, seule, j'ai pu faire tous mes choix, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit: «Mais à chaque fois qu'il y a une décision stratégique, je prends toujours, moi, plein d'avis, je discute avec des gens, j'essaye de faire ma propre opinion, mais à partir d'échanges avec d'autres personnes. Mmh. Mais quand je me retourne, je suis toute seule, en fait. Ouais. À la fin, c'est vraiment sur moi que ça repose et là, au bout de 9 ans, j'avais plus envie de ça, en fait. Tu avais créé un board ou un comité autour de toi, enfin des personnes en tout cas avec qui tu peux échanger régulièrement? J'interromps quelques instants cet épisode pour vous partager ce qui a complètement changé ma manière de piloter mes entreprises. En 2020, j'ai fait le constat que je n'avais pas de vision globale de mes sociétés, que mes décisions étaient prises au doigt mouillé et que chaque mois les abonnements et outils se multipliaient sans toujours être connectés entre eux. En 2021, j'ai décidé d'agir. En intégrant la suite business de plus de 45 applications Zoho One, j'ai donné les moyens à mes équipes et mes entreprises de se développer et d'être plus efficaces. Du CRM aux enquêtes de satisfaction en passant par la gestion de projet ou encore les RH, les applications Zoho nous accompagnent au quotidien et les résultats sont là. Imaginez 45 applications à partir de 37 € par mois par utilisateur. Difficile de trouver mieux pour une solution tout en un qui permet d'être réellement le pilote de son entreprise. Parce qu'avec Comment t'as fait, notre mission est d'accélérer le développement des entrepreneurs et de leurs entreprises. Je vous partage un lien d'essai gratuit de la suite Zoho One dans la description de cet épisode. Allez, retour à mon invité du jour. Oui, j'avais, un comité des sages, j'avais appelé ça D'accord. comme ça, je trouvais ça sympa.
Bon, c'était mes actionnaires en fait, qui, m'ont apporté, justement un second regard, un feedback et Mmh. cetera. Mais à la fin, quand je leur disais: «Tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça», en fait, ils me disaient: «Bah, c'est comment toi tu le sens». Bah oui, Voilà. fais-toi en fait, Et en fait, longtemps, je me suis dit: «Ah, comment je fais pour, voilà, ne pas me porter tout ça toute seule?» Et puis après, je me suis dit: «Mais c'est normal, en fait, ouais. je suis actionnaire principal. Toutes les décisions que je prends, c'est moi qui finalement ont subi les conséquences ou qui vis avec. Mmh. Donc évidemment, je peux attendre, de personne que ces décisions se prennent et de la même façon, j'implique mon équipe autant que possible dans les décisions stratégiques de l'entreprise. Mais c'est pareil, quand il y Mmh. a un vrai pépin, quand, il y a, des conséquences à porter, c'est sur moi que ça repose. Mmh. Alors tu as dit 9 ans, ça fatigue, hein. On parle souvent de cycles plutôt de 3, 5 ou 7 ans, pour des entrepreneurs. Tu as déjà réussi à passer ce cap-là, il y a beaucoup d'entreprises qui le passent pas. Comment tu fais justement à ce moment-là pour toi t'écouter et dire: «OK, bon bah, vers quoi je vais et quelles sera les 5, enfin quelles seront les 5, 10 prochaines années de Médoucine?» Alors ça, c'est l'avantage de faire Médoucine, heu, parce que donc, peut-être juste vite fait, Médoucine, c'est le Doctolib des médecines douces, hein, donc c'est-à-dire qu'on fait de la mise en relation avec des hypnothérapeutes, des sophrologues, des Mmh. naturopathes et cetera, de la prise de rendez-vous. Alors je devrais dire Maya des médecines douces, hein, maintenant puisque Oui. CGDIM, c'est Maya, le concurrent de Doctolib. Mais en tout cas, j'ai essayé pendant ces 9 ans de pas être la cordonnière, la plus mal chaussée et du coup d'écouter aussi ce que ces pratiques pouvaient m'apporter à moi en tant que dirigeante. Mmh. Et notamment, le fait de me poser, de réfléchir, de respirer, de prendre un temps pour ne rien faire et ça m'a été finalement précieux dans cette décision, notamment l'été dernier, j'ai, passé 4 jours et 4 nuits en solo dans la nature, à juste, vraiment ne rien faire quoi et finalement, c'est en tout cas ça fait partie, des choses qui ont été, je pense, décisives finalement puisque c'est ce que j'ai appris, c'est aussi, mon rôle de dirigeante, à un moment de sortir, de la roue du hamster Mmh. pour, vraiment prendre, un temps qui, permet d'avoir les idées claires. Mmh. Mmh. Ouais, arriver à avoir de la bande passante, mentale quelque part et c'est pas toujours simple d'ailleurs quand on est dirigeant parce qu'on se dit: «Bah mince, si je suis pas en train de faire ou si je suis pas en train de travailler» ou si par exemple pendant une journée, bah, je prends un temps pour réfléchir, parfois certains peuvent se dire: «Bah mince, ouais, je suis peut-être en train de faillir à ma mission» et alors que non finalement. Alors au contraire, Mmh. ça aussi, ça a été, vraiment quelque chose que j'ai appris en chemin, puisque comme je t'ai dit, j'étais vraiment, seule fondatrice, associée, opérationnelle Mmh. et donc j'ai, eu aussi et je pense que c'était une vraiment très bonne chose, à m'appuyer sur mes équipes. Voilà. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, «Le moins j'en fais, le mieux c'est pour tout le monde». Ce qui Mmh. est peut-être un peu contre-intuitif, parce qu'on a l'impression et moi la première au départ, j'avais tendance à beaucoup faire, en me disant aussi: «Je protège mes équipes quelque part, quand il y a de la charge, c'est moi qui prends» et j'ai, progressivement pris conscience que c'est tout, le contraire. En fait, plus finalement je laisse la charge porter sur, l'ensemble de l'entreprise, d'abord mieux elle est répartie, parce que Mmh. c'est sinon c'est moi le point de faiblesse, hein, dans cette affaire et pour l'équipe, les protéger, c'est aussi les empêcher de grandir et donc finalement, moins je prends d'espace, plus, l'équipe peut, se muscler, voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as partagé justement avec ton équipe? En disant: «Tiens, à partir de maintenant, je vais peut-être déléguer plus de choses, vous confier plus de responsabilités parce que moi, mon rôle, c'est ça». Enfin, juste que ce soit clair, tu vois? Qu'il y ait pas de non-dit en disant: «Bah, tiens, encore une fois, on oppose les patrons et les collaborateurs». Les collaborateurs qui se disent: «Ouais, le patron, il fait rien». Puis les patrons qui disent: «Bah, en fait, il faut que je fasse tout faire aux collaborateurs». Enfin, voilà. Est-ce que ça, à un moment donné, tu as posé ça avec ton équipe? Oui, je leur ai dit à plusieurs reprises en fait, par exemple l'été dernier, je suis Mmh. partie un mois plein, du 4 août au 4 septembre sans ordi D'accord. et donc je leur ai dit: «Ben, ciao les gars!» Tu avais préparé un Mais je peu l'ai quand pas même? dit comme ça, Oui. voilà, on a préparé, je leur ai dit voilà, quelques mois à l'avance, je vais partir cet été, Mmh. je vais vous laisser gérer, voilà, de quoi on a besoin, comment voilà, qu'est-ce qui se passe? En cas de problème, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez c'est quoi les ficelles que vous pouvez tirer et cetera. Ouais, mais c'est important que tu précises ça parce que Voilà. souvent on a l'impression que, OK, bon, bah, tiens, ces dirigeants, ils sont partis comme ça du jour Ouais, au non, non, je dis: lendemain, «Ciao les gars», mais c'était pas du tout ça évidemment. En plus, c'est pas du tout mon style. Mais c'est vrai que,
Alors en plus, moi, j'ai un style de management, très collaboratif, Mmh. participatif. C'est aussi une recherche que j'ai eue depuis le premier jour D'accord. et dans laquelle j'ai aussi, je pense, évolué, j'espère progresser pour, justement, trouver les bons endroits dans lesquels, c'est important que je sois, un peu à les grandes décisions là où à la fin j'ai aussi, dit «Bah, OK, c'est ma décision, Mmh. et c'est bien comme ça, voilà, j'assume que c'est ma décision». Mais tous les endroits où, c'est pas ma décision, où c'est vraiment leur problème, quoi, voilà. Et c'est ce qui est subtil et délicat parce que finalement, les problèmes de mon équipe, ben, finalement quand, ils apparaissent, et les laisser gérer, c'est la bonne chose à faire. Et c'est vrai que par contre, quand ça s'envenime, ça revient forcément vers moi, donc il faut trouver le truc subtil, le laisser moisir suffisamment, mais peut-être pas jusqu'au bout non plus, quoi. C'est là l'équilibre qui est assez fin finalement à trouver parce que à la fin, c'est toi qui portes la responsabilité, financière, pénale, enfin voilà de Mmh, l'entreprise, mmh, juridique mmh. donc ouais, d'arriver à trouver cet équilibre et pour autant, c'est une grande marque de confiance. C'est ça, donc moi j'essaye de dire: «Je suis au soutien», voilà, donc tu fais, puis si tu as un problème, une question, Mmh. je suis là. Mmh. Mais sinon, c'est ta responsabilité que ça se passe bien, quoi. Et puis, montre-moi ce que tu fais, comme ça, moi je me dis: «Ah bah tiens, là je suis sereine» ou là, Mmh. je peut-être j'ai Quelque chose à un seuil de vigilance, et je l'exprime aussi, quoi. Donc c'est vrai que, dans ce mode-là, moi je suis aussi très, dans la transparence, donc je dis en fait, comment je le sens, mmh. les endroits où je le sens, les endroits où je le sens pas, et effectivement, ce dont j'ai besoin, quoi. Donc quand je dis: «Bah, là, j'ai besoin d'en faire moins et que vous portiez plus», ben, Et ça c'est fait OK. partie du Et truc, c'est quoi. OK. Ouais. On va revenir sur, Cegedim Santé, donc la vente que tu viens de faire. Comment tu as parce que tu as choisi cette voie de dire, «On va trouver un acquéreur». Comment tu as fait concrètement? Tu as monté un dossier, tu es allé frapper à des portes et puis pourquoi, Cegedim Santé et pas un autre, par exemple? Ouais. En fait, c'est venu progressivement, donc il y a 2 ans. Il y a une autre boîte qui est venue vers moi qui m'a dit: «Ah tiens Solange, tu serais pas vendeuse?» Voilà. Et donc Et toi, tu y avais pas pensé jusque-là? non, enfin, disons que ça fait toujours partie du champ des possibles, quoi, Ouais. tu vois? Mais c'est pas un truc que j'avais activé. Mmh. Ce qui est peut-être bizarre d'ailleurs, enfin bon bref, en tout cas je n'avais pas activé cette option-là. Et donc là, moi j'ai un dicton qui est: «First always say yes». OK. C'est dans la boîte de mon mari, ils disent ça. Donc voilà, je dis toujours: «Bah oui, pourquoi pas?» Et donc j'ai rencontré le gars, d'ailleurs très sympa et tout ça, donc ça a mis une petite graine dans mon esprit et je me suis rendu compte en ce moment-là, en avançant, c'est aussi comme ça moi que je fais, c'est-à-dire, plutôt que de rester dans la théorie, j'avance sur une option Mmh. et puis je vois, est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça me donne Mmh. envie? Ou est-ce que ça résiste et ça n'avance pas, quoi? Voilà, Et donc là, en c'était pas l'occurrence, Cegedim Santé à ce c'était moment-là? pas Mmh. CGDIM Santé, mais ça m'a fait dire quand j'ai commencé les discussions avec eux que, bah, oui, en fait, ça m'allait, quoi, tu vois? Je me Mmh. sentais bien à explorer cette option. Donc je me suis dit: «Ah oui, pourquoi pas?» Et puis finalement, ça ne l'a pas fait, et notamment ça l'a pas fait parce qu'en fait, j'ai eu la discussion avec eux directement et puis on a commencé à parler un peu valo et tout Mmh. ça, et je pense qu'ils se sont dit que j'allais, demander une valeur trop haute et qu'ils allaient me proposer un truc trop bas et puis qu'il y aurait un mismatch, D'accord. donc ils ont coupé Vous court êtes même assez pas vite. allés Voilà. d'accord, OK. Puis une année s'est passée et puis comme je te disais l'été dernier, moi-même, j'étais vraiment dans une exploration en tout cas, ça a mis dans ma tête: «Il faut que ça bouge», quoi, tu Mmh. vois? Mmh. J'ai pas envie de rester là à gérer cette petite boîte, toute ma vie, C'est quoi. fou ça, parce que quand tu sais pas ce que tu ne sais pas, parce Mmh. que tu avais jamais vécu ça, tu l'avais même pas envisagé, bah, tu vois aussi parfois des opportunités manquées, en Mmh. tout cas des fenêtres qui sont pas ouvertes et au contraire, quand tu commences à avoir la petite graine où tu dis: «Ah tiens, c'est vrai que c'est des choses que je n'ai pas creusées et finalement, est-ce que ça pourrait avoir du sens pour mon projet, pour l'aider à le booster, pour voilà, pour lui donner une autre ampleur?» C'est ça que ça a produit chez toi finalement? C'est ça, exactement, et du coup, dans les options stratégiques que j'ai présentées à mes sages Ouais, en début d'année dernière, il y avait cette option-là, d'accord. et il y en a un qui m'a dit: «Ah bah tiens, si tu veux explorer ça, tu peux bosser avec tel gars». J'ai bossé avec lui, sur justement, des acquisitions et Mmh. cetera. C'était un entrepreneur lui aussi, qui D'accord. avait fait bosser, c'était intermédiaire, on va dire, conseil, Mmh. dans sa boîte, parce que lui, il avait racheté pas mal de boîtes, et donc j'ai rencontré ce gars-là l'été dernier et puis,
Je me suis dit: «Ouais, pourquoi pas?» Bon, c'était avant l'été, c'était pas le moment pour moi. Donc Mmh. après l'été dernier, comme je disais, j'ai créé de l'espace et je pense que c'était, une des étapes, essentielles, sur Mmh. ce chemin où j'avais besoin d'avoir, de Oui, l'espace de mental. mûrir aussi l'idée des enjeux. Exactement, exactement. Et puis, à la rentrée, dans l'autre option, c'était de mettre un DG à ma place qui me libère aussi Eh oui. justement de Mmh. la place et qui me donne de la place pour, explorer d'autres options stratégiques, et cetera. Et puis, à la rentrée, en fait, je me suis dit: «Je C'est ça que je vais faire, je vais aller chercher un DG». Au bout de 10 jours, j'ai vu que je ne bougeais pas, donc pour moi 10 jours, c'est long. Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, C'était pas s'il la se bonne passe rien, solution. c'est que c'est pas le Voilà, truc pour moi». ouais. Et en fait, j'ai redéjeuné, avec ce conseil en lui disant: «Ah, tu sais, là, le truc, du process», parce que du coup, lui, ce qu'il proposait, c'est un grand process de vente, hein, donc Mmh. ça veut dire quoi? Ça veut dire faire, des 70 slides, rencontrer, je sais pas combien de personnes et tout ça. Bah, ouais, je me suis dit: «Ouah, mais j'ai pas la bande passante pour ça. Moi, j'ai une boîte de 12 personnes à faire tourner». Autant te Mmh. dire que c'était bizarre, en fait, c'était démesuré aussi, quoi, ça ressemblait à rien. Et puis il me dit: «Mais en fait, on peut faire juste, quelque chose d'intermédiaire, juste on tâte le terrain, quoi. On fait 10 slides, on envoie 20 mails et on voit, si on a des rendez-vous, quoi». D'accord. J'ai dit: «Ah bah tiens, ça je peux faire». Et puis, Ouais, on ça a te semblait plus léger, plus accessible? c'est ça, c'est ça. Et puis en fait, quand il a commencé à me dire: «Tiens, à qui tu pourrais vendre?» En fait, j'ai fait les listes et puis je connaissais tout le monde. D'accord. Donc j'ai écrit des mails, on a eu des rendez-vous et ça a été, hyper fluide, hyper rapide. Donc là, par contre, quand j'ai vu que, les rendez-vous se passaient bien, qu'il y avait Mmh. de l'intérêt, j'ai senti aussi que, ben, c'était la bonne option, quoi. Comme je te disais, j'essaye moi pas trop d'avoir d'idées a priori. J'ai Mmh. des idées d'options, je les teste et puis, ce qui marche, c'est ce qui marche, quoi. Donc là, tu les rencontres. Ouais. Comment tu fais ton choix derrière? Parce qu'il y a différents paramètres dans la négociation. Il y a évidemment le prix, mais aussi est-ce que tu restes en poste ou pas? Est-ce que tu aurais pu dire: «Bah, moi, je vends et je pars». Est-ce que c'est une condition de la part des acquéreurs de dire: «Tu restes parce qu'on a besoin de toi, pour, piloter l'entreprise» ou est-ce que c'était toi qui voulais, rester? Enfin voilà, comment ça s'est passé concrètement? Alors, en l'occurrence, avec, quasiment toutes les personnes avec qui j'ai parlé, le fait que je reste faisait partie du deal. Parce D'accord, que je me suis rendu compte que, finalement, mon savoir-faire, ma connaissance du marché et tout faisait partie des actifs de la boîte. Voilà. d'accord. Et moi, ça m'allait bien parce qu'en fait, j'aime bien, tu Donc vois, ils ce que proposaient je pas le fais. même prix si toi tu partais? Ouais, en tout cas, c'était même pas ça, si je suis pas là, la boîte a pas c'est pas Mmh. que seulement que ça a pas la même valeur, mais peut-être ça a pas de valeur. En tout cas, c'est trop risqué peut-être d'acquérir, une Mmh. boîte comme ça, quoi. Et peut-être que la logique de leur côté, c'était de dire: «Nous, on rajoute dans notre portefeuille une entreprise qui tourne déjà et on garde la même équipe», plutôt que de vouloir Exactement, mettre quelqu'un de chez nous à la tête. exactement. Ils D'accord. voulaient pas trop s'embêter non plus Mmh. à voilà, en tout cas, disons que ça s'est présenté comme ça et moi ça m'allait bien. Mmh. Après, j'étais aussi ouverte à d'autres possibilités, hein, notamment il y avait une autre boîte dans laquelle finalement, pour le coup, ils avaient quelqu'un donc j'aurais été prête à partir mais moi Mmh. ça m'allait bien aussi parce que finalement j'aime bien ce que je fais, j'adore cette boîte, voilà, c'est chouette, quoi. Et est-ce que toi, tu trouves justement, parce que tu disais jusque-là, au bout de 9 ans, je me sentais un peu seul. Est-ce que tu as mis à disposition aussi des profils ou une équipe ou voilà, ou quelqu'un autour de toi qui peut t'aider justement à ne pas te sentir seul à la tête de la boîte? Hem, Bah, maintenant j'ai un boss. Et ça va? Et comment tu gères ça? Quand tu as été boss pendant 10 ans de ta boîte et que maintenant tu as quelqu'un à qui tu dois, référer? Ouais, c'est drôle parce que, pendant super longtemps, je me suis demandé: «Mais est-ce qu'un jour je pourrais redevenir salariée?» Tu sais? C'était le truc, je me dis: «Bah, peut-être je suis foutue quoi», tu vois? C'est plus Ouais. compatible et en fait, si, tu vois? C'est marrant, ça va très bien aussi parce que justement là, chez Cegedim, il y a ce truc de, on laisse en tout cas pour l'instant, Médoucine vivre sa vie, tu D'accord. vois? Mmh. Voilà donc je vis ma vie, c'est assez léger finalement comme management, et donc moi ce que je sens, c'est que là où j'ai besoin d'aide, je peux demander de l'aide, mais pour le quotidien, en tout cas pour l'instant, mais c'est tout récent aussi, hein, Mmh. rien n'a trop changé quoi, voilà. OK. Et pour moi, ça faisait partie aussi, finalement des choses qui m'ont semblé bonnes dans ce deal. C'est que j'ai senti que c'était un endroit où l'entreprise pourrait continuer de se déployer, dans ce qu'elle est et dans son mode de fonctionnement. Mmh. Et vraiment, c'était la boîte aussi dans laquelle il y avait le plus de sens à se rapprocher puisque dans Médoucine, il y a aussi cette envie de, vraiment,
rassembler dans l'écosystème les médecins, les thérapeutes, tu vois, les utilisateurs et tout ça. Et eux, parce qu'ils ont, donc Maya qui est cette plateforme aussi de prise de rendez-vous médicaux Mmh et mh. des 100 000, professionnels de santé clients, bah, tu vois, ça nous rapproche d'un écosystème Ouais. qui est celui, dans lequel, moi depuis le début, je porte, une vision de se dire, les médecines douces, c'est bien, mais c'est bien justement quand elles sont aussi intégrées dans les parcours de soins, quand elles sont complémentaires, d'un parcours de santé et cetera. Et donc, là, il y a ce truc-là aussi qui était hyper cohérent, dans la raison d'être même de l'entreprise, quoi. Vous avez parlé du coup d'une vision commune ou pas? Parce que là, il y a 2 stratégies pour Cegedim. Soit je laisse effectivement vivre Médoucine avec son segment spécialisé sur la médecine douce, soit à un moment donné, je réintègre aussi pour faire un seul et même parcours parce que Maya a aussi aujourd'hui plus de praticiens qui sont, présents sur la plateforme. Ouais. Alors les médecines douces, les pratiques complémentaires, c'est vrai que c'est quand même encore aujourd'hui, en France en tout cas, un peu un monde à part et Mmh. qu'on voilà, il y a un peu 2 salles, 2 ambiances, quoi. C'est vrai qu'il y a les Mmh. professionnels de santé et puis, chez Médoucine, nous on référence surtout des personnes qui ne sont pas professionnels de santé. Il Mmh. y aura un sophrologue, un hypnothérapeute Mmh. dans leur immense majorité Donc ce serait et mal ils vu si tu sont mettais tout le monde sur voilà, la même plateforme? exactement. Ouais. Donc ça pourrait être mal vu et du coup là, le concept, on va dire, la vision stratégique, c'est de se dire: «On garde le meilleur des 2 mondes». On Mmh. a, un peu, 2 salles, 2 ambiances, 2 marques Mmh. séparées. Pour les utilisateurs, c'est clair s'ils sont, dans la médecine conventionnelle ou, dans les pratiques complémentaires, tu vois? Mmh. Parce qu'il y a 2 marques, 2 plateformes et tout ça et en même temps, on peut tisser des liens, renvoyer, les clients de Médoucine, Mmh. chez les professionnels de santé de Maya et vice Et sur versa, de la tu vois? donnée comme ça, finalement confidentielle, santé, qui est Ouais. réglementée, tu peux, enfin, je veux dire, tu peux pas faire des mix comme ça sans avoir une démarche bien précise. Ça, vous en Ouais, avez, enfin, c'est quoi la vision là-dessus? bah, c'est qu'en fait, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui vont Oui, qui décider. Voilà, OK. qu'est-ce qu'ils utilisent, Ce que je veux dire, c'est que tu peux voilà. pas exporter les 2 bases de Ah données, non, dire: non, «OK, non, c'est qui est pas des du 2 tout, côtés?» c'est voilà. pas du tout l'idée. C'est Mmh. plutôt, de proposer, Mmh. aux utilisateurs de l'un d'aller de l'autre côté et cetera OK. et aux professionnels aussi, de Mmh. dialoguer. Mmh. Est-ce que tu as un pourcentage, ça m'intéresse, c'est pour ma gouverne personnelle aussi, de personnes sur 100 de la population qui aujourd'hui font appel aux médecines douces? C'est quoi? C'est vraiment des early adopters? C'est plus large que ça? Oh non, c'est plus large que ça, les c'est vrai que les stats, sont, pas, toujours, enfin, c'est vraiment des sondages, quoi, Ouais. voilà, comme, il y a pas, un utilisateur comme, Amélie ou autre, tu vois, qui te donne, des Oui, stats comme info, ouais, officielles, ouais. on va dire, mais c'est à peu près la moitié, des Français qui Ah utilisent, oui, ouais, ouais. Alors ne serait-ce que par l'ostéo, tu vois? L'ostéo, c'est quand même quelque ah chose qui oui, est très bien l'ostéo implanté. considéré, OK, médecine douce, Voilà, OK, bah, oui. Oui, oui, voilà. Mais même, tu vois, on a fait un sondage il y a quelques années, auprès de, médecins généralistes d'accord. et 80 d'entre eux nous ont dit qu'ils avaient déjà recommandé ces pratiques Ah à oui, leurs patients, tu vois? Donc, d'accord. c'est quand même en fait, quelque chose qui est, de plus en plus largement utilisé et qui est pas du tout, marginal. Mmh. Mmh. OK, alors on va revenir sur ça après. Je voudrais finir sur la négociation aussi avec Cegedim, comme on parlait de valorisation aussi tout à l'heure. Toi, tu es sur une marketplace parce que si tu as pas de praticien, bah, tu as pas de clients, mais si tu as pas de clients, les praticiens, ils vont pas venir payer pour, pour venir sur la plateforme. Donc comment tu as fait déjà pour trouver cet équilibre-là, arriver à gérer 2 cibles en même temps? Parce Mmh. que tu leur parles pas de la même manière et du coup derrière, bah, comment ça se valorise une marketplace? Est-ce qu'on est en mode, multiple d'EBITDA? Est-ce que c'est, le nombre d'utilisateurs? Enfin voilà, comment ça s'est passé, sur cette partie de critères, Ouais. d'évaluation? Alors déjà sur le business model initial, hein, c'est vrai que la marketplace, quand on est une petite boîte, c'est vraiment, compliqué quoi. Parce qu'en Ouais, fait déjà développer, un segment de clients, c'est c'est compliqué, déjà une mais belle 2 mission. 2, voilà, c'est complexe. Donc je te confirme que c'est pas évident et surtout, il y a un peu le truc de l'œuf et la poule, quoi. Mmh, C'est-à-dire, les thérapeutes viennent chercher des clients, les clients veulent des thérapeutes et il faut faire grandir les 2 en et même oui. temps, voilà. Donc je te confirme que tout au long des années de Médoucine, ça a été en permanence un arbitrage, Mmh, délicat de où mmh, est-ce qu'on met, nos, moyens parce qu'on oui. est toujours resté une petite équipe donc compliqué d'aller partout. Finalement,
Bah, c'est ça quoi, c'est un arbitrage permanent. Mmh. Voilà, donc à certains moments, on a mis Tu pas dans plus ton d'un équipe, côté, de 2 l'autre. personnes ou 2 équipes différenciées, une qui traite plutôt les praticiens, une, les usagers enfin, Si, si, c'est comme ouais, ça qu'on a fait, d'accord. mais malgré tout, tu vois, tu divises tes efforts Bah, quoi, oui, hein, oui. donc Ouais, clairement. voilà et c'est vrai qu'il y a les équipes marketing, mais il y a aussi le produit. Où est-ce que Mmh, tu mmh mets mh. l'effort? Enfin, tu vois, tout le monde, doit se concentrer d'un côté ou de l'autre. Donc au marketing, j'ai toujours eu des gens qui s'occupaient plutôt, des thérapeutes et d'autres plutôt du grand public, mais dans le reste de l'équipe et notamment à la tech, il a toujours fallu aussi arbitrer où est-ce Eh qu'ils oui. allaient quoi et là, j'ai pas eu 2 équipes, Mmh. voilà, on n'a jamais Oui. eu 2 squads et tout le machin, hein, ouais. Ouais. Ouais, qu'un seul focus à la fois, mais donc voilà, on a un peu, alterné, avec, une vraie difficulté, même si nous, notre avantage, c'est que, les thérapeutes, c'est des gens qui adorent leur métier et qui sont les premiers utilisateurs des médecines douces. Donc quand même, quand on D'accord. fait de la Mmh. com grand public, on Mmh. touche, Mmh. indirectement beaucoup de thérapeutes, donc ça, c'était quand même, un avantage. D'accord. Et en plus, ça résonne avec notre raison d'être, hein, qui est de permettre à un maximum de personnes d'agir pour leur santé, pour leur bien-être. Là aussi, on est aligné avec la raison d'être des thérapeutes qui sont par ailleurs nos clients. Voilà, donc Mmh. on avait heureusement un alignement autour Se nourrit de quand cette même, raison mmh. d'être qui est, d'être au service du grand public et dans lequel on se rejoint avec les thérapeutes. Donc ça, c'était le lien, on Mmh. va dire, qui faisait le lien entre les 2 parties de la marketplace, quoi. Après comment ça se valorise? Bon, une marketplace, c'est comme n'importe quelle boîte. Ça se valorise, quand c'est une petite boîte comme ça, bah, ce que les gens en face ont Mmh. envie de valoriser et ce Mmh. qu'eux trouvent intéressant, chez toi. Mmh. Voilà. Mais en quoi à Donc quel point c'est stratégique chez eux, exactement. OK. Donc honnêtement, on peut raconter tout ce qu'on veut sur les multiples d'EBITDA, de Oui. chiffre d'affaires, de nombre de clients, de tout Mmh. ça. Tout le monde rationalise, à la fin autour d'un indicateur, mais finalement, c'est vraiment, Mmh. voilà, qu'est-ce que les gens sont prêts à payer parce que c'est stratégique pour eux, quoi. Et du coup, par rapport à cette partie-là, est-ce que parce que tu parlais aussi que l'objectif derrière, c'était de pouvoir, donner un nouvel élan à l'entreprise, en tout cas lui permettre de passer un cap. Est-ce que dans la négociation, il y a eu effectivement, bon, le prix de l'equity, donc les parts, mais aussi peut-être le fait d'abonder avec des fonds, en compte courant ou pas d'ailleurs, ou peu importe, mais ou, en actionnariat, mais de dire: «On va donner des moyens pour passer un step». Je prends quelques instants pour vous parler de ma newsletter. Depuis 2020, j'analyse les décisions des entrepreneurs du top 5% pour comprendre comment ils ont construit des entreprises performantes. Le lien est accessible dans la description de l'épisode. Allez, retour à l'invité. Oui et c'est aussi ce que j'ai, aimé moi dans les échanges avec CGDIM et qui a fait, cette Hmm, décision. Je pense que c'est important de le dire ici à des entrepreneurs, c'est que CGDIM, c'est une boîte d'entrepreneurs. hmm, Et donc c'est assez marrant parce que dans les boîtes avec qui j'ai discuté, j'ai vraiment parlé avec des boîtes très différentes, certaines hyper drivées par des fonds, donc tu vois, qui pensent vraiment comme des financiers. ouais, ouais, Voilà, j'ai aussi parlé avec des mutuelles, tu vois, par exemple, parce que c'est notre écosystème, et avec Cegedim, c'était à chaque fois vraiment, très différent comme, façon de réfléchir et c'est vrai que moi, je me suis aussi sentie alignée, évidemment, avec, la façon de réfléchir de Cegedim parce que ce sont des entrepreneurs. hmm. Donc on n'a pas fait, des business plans à 5 ans, des machins, tu vois? Et tu te comprends Où plus tu fais des facilement. budgets pas Ouais. possibles et tout ça. On s'est aligné sur, une façon de voir le monde et de se dire: «Ouais, en fait, ce qui est intéressant pour eux dans, l'acquisition de Medoucine, c'est aussi d'y voir un potentiel de croissance». Ces entrepreneurs, ils savent que, ben, du coup, tu dois mettre des sous pour faire de la croissance, et donc voilà, on y va quoi, just do Hmm, it, tu vois? ouais. Et donc ça me parle moi. Mmh. Ok. Ouais, mais c'est intéressant de voir que, parce que dans un deal, on parle souvent de la valorisation pure des parts, mais derrière, il y a plein d'autres enjeux, surtout quand tu restes. Ouais. Parce que l'idée, c'est, bah, ok, mais moi, si je vends, par exemple, mes parts ou mon entreprise, bah, si ça me permet de faire un cap, très bien, mais quels moyens vous me donnez en face, quelles garanties, quels objectifs on se fixe aussi ensemble. Est-ce que là, on parlait de 2 millions d'euros de. Alors, c'est pas le volume d'affaires, c'est le chiffre d'affaires. Ah oui, oui, c'est le chiffre d'affaires. Non, le volume d'affaires est Il bien est au-delà de beaucoup plus. ça et ouais. Parce que toi, aujourd'hui, sur chaque, finalement, sur chaque transaction, tu prends quoi, 3, 4, 5%, quelque chose comme ça? Je prends pas, Ah, ok. je prends, un forfait. Ah, tu prends un forfait? Ouais, en fait, c'est un Chez qui? abonnement, Le praticien chez les ou le praticiens. OK, Ouais, d'accord. c'est un forfait chez les praticiens. Vraiment, là, pour le coup, c'est le modèle, Maya ou le modèle Indépendamment Doctolib, c'est un du modèle d'abonnement d'accord, pour les praticiens. Mmh. indépendamment du nombre de consultations. Ouais, absolument. D'accord. Et peut-être je peux dire un mot de ça, Ouais, vas-y, vas-y, de ce choix allons-y. parce qu'effectivement, c'est un choix. C'est parce qu'en fait,
Finalement, si, tu prends un pourcentage, tu es un apporteur d'affaires Ouais. et là, moi, je voulais être un partenaire du quotidien Mmh. et dans Médoucine, il y a évidemment la partie, visibilité, entre guillemets, tu peux dire «apport d'affaires», mais il y a une partie SaaS, en fait, hein. On est Mmh. vraiment, l'outil d'agenda, de CRM et cetera des professionnels et le dernier point qui est plus difficile à valoriser, mais qui est, je pense, très important, et peut-être de plus en plus, c'est l'aspect on est une communauté de pairs qui Mmh. s'entraident. D'entrepreneurs, en fait. Mmh. Parce qu'un thérapeute, un praticien, souvent d'ailleurs ce sont des femmes qui ont choisi ce métier par passion, qui sont dévouées corps et âme à leur métier et qui se retrouvent entrepreneurs, malgré eux ou malgré elles, à gérer, une boutique, de solo-entrepreneurs, quoi. Ah oui. Et donc là, se sentent très seuls, ne savent pas par quel bout s'y prendre, ont vraiment, d'ailleurs parfois un peu rejettent cet aspect-là, business et tout, tu vois? Parce que quand tu es là pour sauver le monde et que tout d'un coup tu dois gagner des sous, c'est pas du tout la Oui, c'est la même culture. Et donc voilà, ce côté, on vous rassemble entre pairs, on partage, on échange, et mmh. cetera. Ça pour moi, c'est hyper précieux. D'ailleurs, je pense que c'est pour toi ce qui a mené, à la création de ce podcast et c'est vrai que moi aussi tout au long de mes 10 ans là, j'ai vraiment, parlé à des tonnes, de gens, d'entrepreneurs ou pas d'ailleurs, comment tu as fait? Mmh, mmh mh. Voilà. Et donc là, c'est typiquement la question qui peut se poser, entre pairs au sein de la communauté de praticiens médoucines et donc pour ça, c'est Mmh. forcément, un abonnement quoi, tu vois? Ouais, c'est vrai que tu as vraiment 2 modèles, quoi. Soit l'abonnement, alors certains y verront un côté, pas manque d'ambition, mais OK, sécuritaire de dire: «OK, bon, on sécurise, on a ça et par contre, on se prive potentiellement de si on apporte beaucoup d'affaires, d'une performance complémentaire» et puis d'autres qui disent: «Bah non, nous, on va faire vraiment que la performance». Mais il y a peut-être un modèle hybride? Vous avez pas vous avez, étudié Oui, ça à un moment donné? ah ouais, 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 on l'a étudié et puis, ça fait partie de toutes ces idées qui ont Ouais. rôdé et puis qu'on n'a pas prises au vol. Heu, on pourrait, c'est vrai qu'en tout cas, il y a des trucs, tu vois? Par exemple, nous, ce qui nous coûte cher finalement, c'est qu'on fait des rappels de rendez-vous, Ouais. SMS et tout ça, Mmh. des demandes d'avis par Oui, SMS. mais ça, tu as des Ça, coûts, ça coûte, ouais. cher et donc évidemment, entre ceux qui ont peu de rendez-vous et ceux qui ont plein de rendez-vous, c'est pas du tout le même coût pour nous. Voilà, Mmh. donc ça fait partie des trucs où on se dit: «Il faudrait, qu'on en tout cas, à minima, on ait des tu vois? Des tranches de forfait ou des trucs comme ça» Mmh. parce que bon, il y a plein d'endroits où le forfait, c'est limitant. Mais bon, finalement, ouais, Mmh. on n'a pas bougé de ce modèle-là. Peut-être ça pourra faire partie à l'avenir, de ce qu'on met en place, ouais. Toi, dans les KPI, tu regardes, finalement, tes KPI principaux, c'est combien tu as de, praticiens sur la Ouais, plateforme c'est et ça, puis le taux de churn, c'est-à-dire, ben, combien partent, au bout de X temps. C'est avec engagement, exactement. sans engagement? C'est engagement, 1 an sur la première D'accord, année, puis après, au mois le mois, quoi, ils peuvent partir. Mmh, d'accord, mmh. OK et donc ça, vous le suivez, j'imagine, cet indicateur, Évidemment, chaque évidemment, jour? le lait sur le feu. Parce que c'est vrai que, tu vois, tu parlais de ce modèle, c'est sécuritaire, ouais, l'abonnement. C'est vrai, mais en même temps, c'est hyper, précieux pour un entrepreneur d'avoir de la Bien sécurité, tu sûr. vois? Ah oui, Et oui. c'est vrai que ce qui est magique avec ça, c'est que moi, si je vends pas, 1 mois ou 2, c'est pas grave, en fait, Mmh tu mh, vois? Oui, je perds des clients parce que j'ai du churn, mmh. Mmh mh. mais en fait, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais c'est pas vital. Voilà. Mmh. Alors que, il y a des entreprises où si tu vends pas 1 mois ou 2, Ah tu es bah, c'est mort, en ça, oui, tu fait, repars à 0, mais et tu c'est vois? là l'enjeu, toi, de dire: «Comment j'atteins vite mon palier qui me permet d'être, break even», donc c'est-à-dire à l'équilibre, pour ma boîte C'est ça, et puis après, on c'est que du bonus, quoi. exactement. Hem, OK, donc aujourd'hui, à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc vous êtes, rentable, Ouais, vous faites du résultat? on fait Beaucoup? un petit peu non, on fait un petit peu de résultats, on fait un OK. petit peu de résultats, ouais et c'est ça aussi, tu vois? Où moi, l'an dernier, je me dis: «Oh là là, mais finalement, c'est cool, mais c'est un équilibre, Mmh. fragile, Oui, malgré tout». oui, oui. Voilà, et notamment, j'avais de la dette, donc Mmh. je mangeais quand même du cash parce que, Et oui, voilà, il faut aussi, faut rembourser la rembourser. dette et tout ça et donc en fait, j'avais envie d'investir, mais pas les moyens, suffisants d'investir, quoi. C'est Mmh. ça le truc, donc c'est là où, Donc là, tu parles de capacité de financement, enfin d'autofinancement de la boîte? c'est ça, OK. exactement, Donc ça te ouais. permettait pas soit de faire une levée de fonds, soit de lever la dette bancaire? J'avais justement déjà de la dette bancaire Ouais, et donc qui pesait, vachement, mmh. sur mon cash puisqu'il Mmh. fallait Ouais, rembourser, les la dette intérêts. bancaire et donc le surplus que je dégageais, en résultat, il était mangé par la dette, quoi. Mmh. Ouais. OK. Hem, c'est quoi l'ambition et le plan, du coup pour, Médoucine? Là, on est à 2 millions 000, une dizaine de collaborateurs. Tu te vois où dans 5 ans?
Alors aujourd'hui, Médoucine, c'est une belle marque, je pense, qui est reconnue, dans notre secteur, voilà, mais qui est pas forcément, hyper connue du grand Mmh. public. Voilà, donc il y a vraiment déjà une ambition d'être, connue, reconnue, du grand public comme la référence, de ce secteur et du coup, bah, on parlait tout à l'heure, du public et des thérapeutes, d'avoir vraiment, une communauté de thérapeutes qui soit, pleinement représentative du marché, Parce quoi, qu'il y en a voilà. combien en France au total? Alors ça, c'est une très bonne question Oui, parce que du coup, tout qui le monde n'est pas déclaré vu que c'est ben, pas déclaré. si, mais ils sont, déjà, ils sont sur plusieurs codes NAF. Oui. Donc, dans un code NAF, tu as des thérapeutes et des non-thérapeutes et les thérapeutes, ils sont répartis sur plusieurs codes. Donc, Mmh. compliqué de les faire, de les regarder. Tu as des syndicats, mais parfois plusieurs syndicats par, profession. Ces professions, elles sont pas unifiées sous une même ombrelle, voilà. Mmh. Donc, super compliqué, donc, nous, on a regardé un peu, tu vois, vertical par vertical en se disant aussi qu'est-ce qui est, quels sont les professionnels qui réellement seraient éligibles à notre marché. Tu vois, par exemple, on référence les psychologues D'accord. qui sont aussi typiquement référencés sur, Maya ou sur Doctolib parce que ce sont, des professionnels qui ont un numéro RPPS là, qui ont Mmh. c'est-à-dire qui ont, on va dire reconnu, par, les agences régionales de santé, par le ministère de la santé. Mais nous on les référence aussi, mais certains sont salariés, donc ils sont pas, Ah tu oui, vois? Nous là, ça on complexifie. référence des entrepreneurs. Enfin bref, tout ça pour dire que, compliqué comme question, mais on l'estime à peu près, 100 000 professionnel donc tu vois, on Donc est tu as encore de la petit. place. Il y a vachement de place. Ouais, ouais, tu as Voilà, 2,5 donc pour l'idée, c'est l'instant. d'aller, OK. prendre cette place. Voilà. OK. Et aujourd'hui, vous avez des concurrents qui, ont à peu près, enfin, qui ont plus de praticiens ou pas d'ailleurs, référencés? Ouais. Alors on a, des concurrents, mais qui sont plus en mode, annuaire. En tout cas, celui qui est le plus présent, tu vois? Mmh. Il référence, entre guillemets «tout le monde». D'accord. Et c'est vrai que la spécificité de Médoucine, c'est aussi d'avoir, d'avoir fait un travail sur, c'est quoi, entre guillemets, «un bon thérapeute». Voilà, parce Mmh. qu'en l'absence d'un référentiel officiel sur, qu'est-ce qu'un sophrologue, par exemple, nous, on a fait ce travail-là. Donc, on a regardé profession par profession, quel est, le bon nombre d'heures de formation et cetera. Donc on demande des D'accord. justificatifs de formation, on demande, une RC pro, on demande un casier judiciaire, on demande des références pro et Mmh. cetera. C'est comme un recrutement, tu vois, d'être référencé sur Médoucine Ouais. et ça, Tu as c'est une vraiment, vérification qui est faite. voilà. Donc cette vérification qui se passe aussi par les avis après chaque, consultation Oui, parce que les obligatoire. marketplaces, elles sont souvent régies par des avis des uns vers les autres et C'est ça, inversement? c'est ça. Donc ça, on a ça aussi, et puis vraiment un système de vigilance avec une possibilité de signaler et cetera. Parce que c'est vrai que on est quand même dans le champ de la santé, hein, Mmh. même si, il y a pas c'est pas des professionnels de santé. La santé, ça va bien au-delà, de la médecine, hein, c'est un état de parfait bien-être, Mmh. global, hein, physique, mental, émotionnel, et cetera. Donc c'est vraiment ce champ-là qu'on investit, mais c'est un champ qui est délicat aussi, et donc c'est important pour nous, de travailler sur ces axes de qualité. Et puis le côté, aussi, de la communauté, d'animation de communauté. On fait des événements en région et cetera, animés par, des ambassadeurs qui sont vraiment, représentants, on va dire, de Médoucine en région et D'accord. qui sont nos clients. Donc voilà, tout ça, on est vraiment, les seuls à apporter ça, quoi. Tu es, restreinte en communication, du fait d'être dans le secteur de la santé? Alors, peut-être pas parce que là, c'est pas Oui et non. ouais, Donc on n'a pas de réglementation spécifique. En revanche, il y a, on va dire la ligne rouge pour nous, c'est l'exercice illégal de la médecine, ouais. puisque dès que tu as des revendications trop importantes en matière, d'efficacité, tu vois? Du coup, tu tombes dans le champ de l'exercice illégal de la médecine. Voilà. Ouais, donc là, chaque mot compte, sur, les présentations et les descriptions de chacun des Voilà. thérapeutes. Et donc c'est ça qui est un peu ironique d'ailleurs dans notre secteur, c'est qu'on reproche parfois aux, thérapeutes d'être des charlatans, d'avoir un vocabulaire un peu fumeux et Mmh. cetera. Mais en fait, entre l'exercice illégal de la médecine d'un côté et le charlatan qui raconte n'importe quoi, Oui. la ligne est fine de ce que tu peux revendiquer, tout en étant, ben, vraiment au clair sur ce que tu apportes et qui est très important, sans être, non plus dans le champ de la médecine et ça évidemment qui est réservé aux médecins, quoi. Comment tu as fait du coup pour, trouver, enfin, pour passer ton premier million d'euros de chiffre d'affaires? C'était quoi? C'était de la communication digitale? C'était, du phoning? C'était, du bouche à oreille? Enfin voilà, comment tu as fait pour passer ce premier er palier?
Tout ça. Tout ça? Ouais, tout ça, ouais, bien sûr. Donc nous, les gens qui nous payent, ce sont les thérapeutes. Du coup, c'est vrai que le chiffre d'affaires, il est en nombre de thérapeutes. Mmh. Notre modèle de vente, c'est, du phoning. Donc on appelle OK. des thérapeutes, qui, Tu une équipe souscrivent à dédiée? nos services. J'ai une équipe dédiée, ouais, Interne? depuis le début. Ouais, 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 ouais. Ouais, tu interne. choisi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais se pose la Oui. question parce que souvent, entrepreneurs peuvent se poser la question de dire: «Tiens, est-ce que je fais du cold calling ou pas? Est-ce que je le confie à quelqu'un?» Et en fait, il y a le vrai sujet de l'efficacité. Est-ce que c'est incarné, pas incarné? Est-ce qu'en appelant, tu collectes aussi les retours pour arriver à peut-être améliorer l'offre ou le discours? Enfin, il y a plein de choses et peut-être que, voilà, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais peut-être que commencer, par le faire soi-même pour apprendre et après pouvoir le déléguer, c'est peut-être plus efficace que, tout de suite l'externaliser. Oui et c'est aussi une des questions, qu'on s'est posées à maintes reprises et en fait, encore aujourd'hui, on a une équipe interne Mmh. et je pense que c'est ultra important. Ouais. Déjà parce que nous, ce qu'on vend, tu vois, c'est un soutien finalement, aux thérapeutes, aux praticiens dans leur quotidien, donc c'est «de l'humain» entre guillemets. Mmh. C'est des gens qui sont très sensibles à cet aspect-là et donc finalement l'externaliser, c'est aussi, hem, quelque Moins part mettre à maîtriser. distance. Ouais, moins maîtriser la relation. Voilà et être dans une relation beaucoup plus distante et moins incarnée. Donc Mmh. ça, finalement, ça va pas très bien et effectivement, comme tu le disais, le retour vers le produit. Qu'est-ce Mmh. qu'ils cherchent, nos clients et cetera? C'est super important et ensuite, comme je te disais, en plus, nous, on référence entre guillemets «pas n'importe qui». Donc cette partie-là, elle, nécessite Mmh. aussi des ajustements. Enfin voilà, pour toutes ces raisons, depuis le début, on a, des gens en interne, qui font les D'accord. appels et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Ouais. À un moment, je voulais, tu vois, ce qui est tentant notamment, c'est de sous-traiter la prise de rendez-vous. Tu te dis: Mmh. «Bon, bah, ça, c'est pas très technique ou stratégique». Tu essayé? Alors à un moment, j'avais on va dire des gens à qui je sous-traitais, mais qui étaient quand même intégrés à mes équipes. D'accord. Voilà, tu vois? Qui étaient, assis avec nous, mais qui étaient D'accord. pas des salariés, Médoucine. Voilà, D'accord. donc ça, j'ai un peu testé. J'ai aussi, mais regardé vraiment fort. On a fait, une sorte de petit appel d'offres, de regarder, si c'était possible de sous-traiter. Mais finalement, moi, j'ai toujours eu peur de ça. En plus, tu vois, on est dans un marché qui est grand, mais pas si grand. Donc la réputation, elle compte, tu vois? On Mmh. peut pas faire de l'abattage, quoi. C'est vraiment Ouais. du lien. Ouais, c'est toujours délicat ce cet équilibre finalement. Oui, parce Hem, que par ailleurs, je te confirme que c'est une bonne galère ouais, non, mais c'est à sûr que gérer, donc tu as toujours envie de te dire: «Ouais, est-ce que je pourrais, sous-traiter ce problème?» Ouais. hem, du coup, on a parlé là du 1er, du 1er million. On parlait aussi tout à l'heure de rentabilité. À partir de combien d'années tu as été rentable et comment tu as financé au final, ce développement, initial? Ouais. Alors on a été rentable au bout de 8 ans, OK. donc c'est long quand même Ouais, et j'ai financé en faisant des levées de fonds. d'accord. Au départ, des business angels, de petits family office, voilà, tu vois? Donc Comment tu les trouves, c'est plutôt ton des réseau? privés. Ouais, c'est mon réseau. Ton Alors réseau? ça, c'est l'avantage, que OK. j'avais moi. Ouais. Mmh. Chacun doit avoir, hein, à un moment donné, quand tu démarres, il faut savoir quels sont tes avantages Ouais, savoir où stratégiques. appuyer, ouais. Voilà et moi, clairement, c'était mon réseau et c'est Mmh. toujours d'ailleurs, D'accord. que j'entretiens Mmh. aussi, hein, forcément, c'est quelque chose, qui se cultive et qui se déploie. J'avais la chance d'avoir autour de moi, dans mon réseau pro et perso, des gens qui avaient des sous et qui étaient Mmh. prêts à investir et à le perdre parce que, tu vois, j'ai vraiment surtout au début, j'ai bien dit: «Attention les gars, hein, soyez vraiment prêts à tout perdre». Parce que c'est délicat, mais qui avaient aussi envie d'investir dans une cause, tu vois? C'est l'avantage d'être dans un Mmh. domaine comme le Mais ils mien. investissent Mmh. plus pour le projet, pour toi, parce qu'ils te connaissent? Comment? Ils ont eu confiance en moi, je pense. Ouais. Ouais et le projet leur parlait. Mmh. Ils se sont dit: «Oui, il y a un marché», tu vois? On voit bien que Mmh. c'est un ce sujet du bien-être, de prendre soin de soi, autrement, plus proactivement, c'est quand même un truc qui prend Mmh. forme. Donc ouais, je pense que c'est ça qui l'a fait et puis après, j'ai eu la chance aussi d'avoir une banque qui m'a suivie, alors qu'on n'était toujours pas rentable au bout de 4-5 ans, tu vois? Donc j'ai aussi, eu de la dette Mmh. bancaire. Alors pour le meilleur et pour le pire, ce que je disais, c'est que du coup, c'est cool parce que ça a donné des fonds. Après, bah, forcément, il faut la rembourser, tu vois, sur des temps, relativement courts et donc Mmh ça mh. pèse sur la trésorerie, quoi.
Tu l'as fait au moment du PGE ou? Ouais, Ouais, c'est ça? notamment, mais j'ai eu le PGE, mais j'ai pas eu que le PGE, en fait, au même moment, ça, c'est ça qui est super rigolo, hein, comme quoi il faut jamais, se mettre des obstacles dans la tête. Dans le même temps, j'ai levé du PGE et de la je sais pas quoi, un truc pour la croissance, quoi, tu vois? D'accord, Donc OK. dans le même mouvement, j'ai fait tout et son contraire comme, souvent, hein, Oui, dans oui, l'entrepreneuriat, faut vraiment, j'avoue, je comprends. ouais. Hem, Très bien. Question, donc là, on parlait de financement, ça t'a dilué beaucoup, justement, toutes ces di Bah, enfin, ce que je peux dire, c'est qu'à la fin, j'avais un peu plus de 50 de la boîte. d'accord, donc tu es resté, Voilà, majoritaire, je ce suis que tu restée disais tout à l'heure? majoritaire, voilà. OK. Donc au fur et à mesure des levées de fonds. Donc ça, tu en as fait 2, 3 au final? 3. 3. Mmh. OK. Donc d'où ma question tout à l'heure, hein, pourquoi pas une nouvelle levée de fonds et pourquoi, se rapprocher d'un groupe? Ouais. En fait, moi, dès le départ, j'ai fait des levées de fonds un peu parce qu'il fallait et parce que, bah, on en a parlé, les marketplaces, pas facile à initialiser, sans argent. Mais en fait, moi, ce que je voulais, c'était du chiffre d'affaires, quoi, tu vois? Mais oui. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus vertueux d'avoir des clients que des actionnaires. Donc, depuis le début, on a aussi été financés grâce à nos clients quand même, c'est super important de le dire, hein, parce que c'est eux qui ont financé la majorité, des dépenses de Médoucine depuis le départ. Et là, j'avais envie, encore plus d'avoir, des clients, et j'avais plus envie, d'aller chercher de l'argent, chez des actionnaires. Je sais pas comment te dire, j'ai Mmh. senti quoi. Moi, Ouais, j'avais c'était pas ce que c'était pas ce tu que c'était pas ce dont j'avais envie. Voilà. bon. Parfois, c'est ça aussi, hein. Franchement, être entrepreneur, tu vois, tu as suffisamment de contraintes. Moi, j'ai compris qu'il y a un moment où, il y a des trucs que j'ai envie, des trucs que j'ai pas envie et je fais les trucs que j'ai envie, quoi. C'est ma liberté aussi face à toutes ces contraintes. Alors on finira par des choses un peu plus personnelles sur ton parcours. Tu pas fait que Médoucine, c'est pas Mmh. ta seule expérience. Tu as Mmh. aussi eu à gérer, un PNL, une entreprise, c'est 100 millions, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Tu es Fallait aussi, polytechnicienne. mmh. Qu'est-ce qui fait qu'une polytechnicienne, voilà, devient entrepreneur dans la médecine douce? Voilà, comment t'expliques ça? Écoute, tu sais, on dit, bah, Polytechnique, ça mène à tout. J'avais envie de le démontrer. Non, je sais pas. Ah bien bien joué. Mais c'est vrai que la médecine douce alors moi, ce que j'adore, en fait, je crois que parmi les trucs, que j'aime, c'est surprendre, en fait et être pas, là où on m'attend ou pas rentrer dans les petites cases, quoi. Donc là, c'était vraiment ça. J'ai bien vu que la polytechnicienne dans les dans les médecines douces, ça faisait bugger les gens, donc je pense que ça m'a plu. Ça t'a plu. C'est ça qui t'a attiré? Ouais, bon, Non, voilà, mais après au-delà de ça, on va dire une façon de prendre soin de soi qui personnellement me parle, mmh, assez écologique, en fait, oui, tu vois? C'est un truc, vertueux, t'apprendre au-delà de: «Tiens, je dors mal, je vais aller trouver un truc pour mieux dormir», bah, finalement, le truc que tu as appris pour mieux dormir, peut-être que, il t'a aidé à t'apaiser dans le reste de ta mmh, vie et puis il va ouvrir d'autres portes, quoi, tu vois? Il mmh. y a quelque chose vraiment d'un cercle vertueux, dans ces pratiques qui personnellement me parlent, ouais. Bon, super. Bah, écoute, on va finir là-dessus. Merci Solange pour voilà, ton retour d'expérience, voilà, très riche et nourrissant pour ceux qui vont l'écouter. Et puis bah, pour vous qui nous regardez, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, bref, allez-y dès maintenant. Vous recevrez donc chaque semaine le dernier épisode d'un ou une entrepreneur qui raconte comment concrètement ils ont fait. À très vite pour de nouveaux épisodes. Bye.